18h15, 19h, le dimanche, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur Rhône FM. Pas de match pour le FC Sion vendredi, terrain impraticable, pas de nouvelle date encore pour l'affrontement contre le Stade Lyonnais. On en parle en début d'émission avec notre consultant foot Yves Bourdin. En deuxième partie, on ouvre notre traditionnelle page hockey sur glace. Mathieu Vouillamou, joueur du HC Sierre, viendra nous parler de la bonne phase que traverse son équipe. Une formation qui a signé hier une 4e victoire de suite en Swiss League. Vers 18h45, place au basket. Dans une semaine, la fédération suisse, ses délégués et ses clubs se choisiront un nouveau président. État des lieux et perspectives d'avenir avec Pierre Giroux, président de l'association valaisanne, et Nicolas Oberholzert, team manager du BBC Montet-Chablais. Foot, hockey et basket, c'est Zone Mixte jusqu'à 19h sur Rhône FM. Rhône FM, Zone Mixte avec Hugo Dacustodia. Vous le savez, cette émission c'est aussi la vôtre. Dès à présent, la ligne WhatsApp de la radio est ouverte. Nous attendons vos questions ou éventuelles remarques au 079 327 10 10 079 327 10 10. Pas de débrief aujourd'hui puisque le FC Sion n'a pas joué ce week-end. La faute à cette météo hivernale qui a passablement perturbé les championnats suisses de football. Les Valaisans et leurs adversaires du Stade Lyonnais étaient à Tourbillon vendredi soir. Ils sont venus pour constater ce qui semblait évident, impossible d'évoluer sur la pelouse sédunoise dans ces conditions. Yves Bourdin, tu y étais aussi et tu es de nouveau là en studio avec nous. Salut à toi. Salut Hugo et bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Pas d'heure supplémentaire pour toi vendredi à Tourbillon, sauf si tu as traîné à la cantine, on ne veut pas savoir. Le flou a tout de même régné avant la fameuse annulation. Ouais, alors déjà, j'ai pas traîné à la cantine, il faisait froid, hein, je suis rentré me mettre au chaud. Et oui, alors en découvrant la pelouse de Tourbillon, on a vu vraiment elle était vraiment couverte de neige, donc ça semblait un petit peu lunaire de voir les équipes rentrer sur le terrain et préparer le match. On a très vite vu l'arbitre, avec notamment Barthélemy Constantin, discuter. Tout le monde est rentré au vestiaire. On s'est dit, avec Christophe qui était prévu aux commentaires également, finalement, cette partie aura lieu. Et puis non, 5-10 minutes plus tard, tout le monde retourne sur le terrain, discussion entre les capitaines. On a vu très vite Nouma Lavanchi, capitaine du soir, faire signer à ses coéquipiers que la messe était dite, on a envie de dire, et que tout le monde rentrait au vestiaire. La neige était prévue toute la soirée, donc c'est la seule bonne décision à prendre. Le terrain aurait été complètement défoncé, à mon sens. Et puis l'intégrité physique des joueurs aurait été passablement mise à l'épreuve d'après moi, donc c'était une bonne décision. Tu viens de parler de ces discussions qui ont eu lieu pendant un bon moment. Barthélemy Constantin, directeur sportif du FC Sion, a eu des mots assez durs envers la Ligue. Je vous propose d'écouter ce qu'il a dit vendredi soir au micro de Christophe Moraillon. On s'attendait, parce que nous, Valaisans, on sait comment ça se passe quand la neige tombe comme ça ici et le temps décide de tourner. On a bien vu qu'en Valais, le Valais était même tranché en deux avec la neige qu'il y a du côté de Tourbillon, parce qu'à Martigny, à 17h, il n'y avait rien du tout, et ici, ça neigeait depuis 15h ou 15h30. On a des photos à 15h où le terrain était nickel, et moins d'une heure après, ça commençait déjà à devenir la catastrophe. Et quand à ce moment-là, on a senti que ça devenait compliqué, j'ai demandé à un de mes collègues de réunir la Ligue immédiatement ou d'avoir l'arbitre à 17h30 pour prendre une décision, pour savoir dans quel sens on devait aller par rapport au match de soir, si on devait avoir des gens avec de la commune pour pouvoir déblayer le terrain ou non. Ils ont refusé de nous envoyer quelqu'un, ils ont dit le règlement c'est le règlement, on vient 2 heures avant et puis on contrôlera 2 heures avant. Et après ils ont voulu qu'on déblaye le terrain, qu'on ait plus de monde. On n'avait pas assez de monde parce que c'est vendredi, on ne peut pas non plus garder les employés communaux, d'ailleurs que je remercie au passage, qui font un travail depuis 7h ce matin et même pendant la nuit précédente pour qu'on ait des conditions pour jouer ce soir. Alors je trouve quand même un peu dommage, un petit peu comme ça à tourner aussi, parce que même pour Nyon, si Nyon savait aussi en fin d'après-midi, ils auraient pu éviter le déplacement, nos supporters auraient pu aussi éviter le déplacement. Et alors voilà, après c'est clair que on sait bien comme le temps de réaction de la Ligue et comme a dit la Perrière, avant il ne faut pas faire HEC pour voir qu'on peut jouer le match. Moi, je lui conseille d'aller faire la HEC maintenant. La Ligue était complètement déconnectée de la réalité au vu des conditions aujourd'hui ici à Tourbillon. Non mais c'était complètement déconnecté. Quand on me dit qu'on peut jouer, quand on voit que la neige qu'il y avait, on voit que tout voilà, écoute, maintenant c'est annulé. C'est mieux pour la sécurité des joueurs des deux équipes aussi, parce que c'était impraticable, le ballon ne rebondissait pas à des endroits, ça glissait énormément. Donc voilà. C'est mieux comme ça, et c'est mieux d'avoir un match de foot avec des bonnes conditions, c'est qu'on pourra aussi jouer au foot et puis les deux équipes pourront mettre leur jeu pour que les spectateurs et les supporters de chaque camp soient heureux de voir ce match. Maintenant, il faudra une nouvelle date pour ce match. Il reste 2 semaines avant la trêve internationale. Est-ce que ce match pourra se jouer en décembre? Est-ce qu'il faut le reporter à l'année suivante? Non, c'est clair. C'est l'objectif de la Ligue. Notre objectif, c'est de le jouer avant Noël. C'est clair qu'il faut jouer ce match. Donc maintenant, on espère avoir une date qui sera clément, avec une météo clémente.
pour pouvoir un bon match de foot. Hein. La théorie, alors ça reste toujours des théories pour le moment, ça serait ce mardi ou le mardi suivant, mais on peut rien confirmer encore par rapport à ça, c'est des discussions de la Ligue. Donc c'est la tendance actuelle, mais c'est pas une affirmation. Bon, pour la météo clémente, on n'est pas sûr. Yves, un mot sur ces déclarations et sur la petite attaque envers la Ligue, parce que vraisemblablement d'autres parties de ce week-end ont été annulées de manière plus précoce. Ouais, notamment Thun, l'adversaire direct de Sion pour la montée. L'annonce du report du match a été faite assez tôt, donc là, encore une fois, c'est assez surprenant que le responsable des arbitres, en tout cas qui était dépêché sur place, M. Laperrière, ex-arbitre suisse de Super League, maintienne vraiment tout le monde sous tension jusqu'à un quart d'heure, 20 minutes avant le match. Et puis vraiment en découvrant, mais demi-heure, trois quarts d'heure avant le début du match, en découvrant la pelouse, on se disait c'est pas possible. Donc ouais, alors après j'ai pas participé aux commentaires ou aux discussions entre le trio arbitral, on va dire, et puis Barthélemy Constantin. Il y avait aussi Blaise Critin, responsable des sports de la ville, qui était aussi dans ces discussions. On a eu le président Constantin aussi, puis d'autres représentants du Stade Lyonnais, mais il semblerait en tout cas au moment final où la décision a été prise, donc l'arbitre a pris vraiment les deux capitaines, la discussion a duré moins de 10 secondes, ils se sont tapés dans la main et on arrête. Donc oui, surprenant. Alors là, maintenant on a un peu l'envers du décor. Barthélemy Constantin nous explique comment ça s'est passé, mais encore une fois, décision tout à fait logique et normale. Un avis rapide, il faut le recaser à tout prix encore dans cette année civile. Alors il y a l'aspect sportif, on a notre capitaine Reto Sigler qui est blessé, blessure musculaire, il était annoncé absent, Chouaref un peu court aussi, n'était pas titulaire, annoncé titulaire vendredi, donc ce report d'un point de vue sportif aide peut-être le FC Sion, donc voilà, si on peut gagner quelques jours et avoir les joueurs à 100%, c'est mieux pour le FC Sion. Après oui, autant finir les 3 matchs qui restent avant Noël. Après, avec la Coupe de Suisse au printemps, le championnat va reprendre aussi assez tôt. Donc, si on doit encore caser des matchs au printemps, ça va être un peu plus compliqué. Donc, on attend. On est vendredi, on ne savait pas. On est dimanche, on ne sait toujours pas. Donc, ça sera mardi, ça me semble un petit peu court. Voilà, peut-être le 12 décembre, on attend confirmation du club et ou de la Ligue. Ouais, c'est ce qu'on nous a soufflé en coulisses. Si c'était mardi, donc le 5 décembre, on aurait déjà eu vraisemblablement des infos. Donc, j'imagine. Donc tout cela reste à confirmer. Yves, si on a souhaité conserver la partie foot de cette émission malgré l'annulation du match, c'est aussi parce qu'on a enfin pu avoir des nouvelles de Didier Tolo. Didier Tolo, touché par le soutien reçu, mais fidèle à son habitude, peu bavard quand il s'agit d'évoquer sa situation personnelle. Cette première prise de parole, tu l'as peut-être écoutée, lue sur Rhône FM. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Ouais, ça reste Didier Tolo, très sobre dans ses déclarations, très, très humble et toujours avec la volonté de ne pas se mettre en avant. C'est tout à son honneur et c'est aussi pour ça qu'on apprécie l'homme derrière l'entraîneur. Donc ça, vraiment, pas surpris en connaissant un petit peu ou en ayant suivi un petit peu les années foot et entraîneur de Didier Tolo. Donc c'est personnellement avec plaisir qu'on le revoit là, qu'on l'a revu vendredi à Tourbillon, souriant et en pleine forme. En tout cas, il est de retour et il avait un petit message à faire passer. Cela concerne entre autres ce qu'on fait ici chaque dimanche, à savoir les critiques des journalistes et des observateurs comme nous. Quand Johan Roduit lui a parlé du match nul 0-0 sur la pelouse d'Arro, l'entraîneur du FC Sion a dit ceci. J'ai vu le match, j'ai vu aussi vos commentaires qui n'étaient pas contents du match. Moi, je pense que c'est un très bon point pris. Vous en voulez toujours plus, mais je pense que un point à Arro contre une équipe qui avait mis 5 à Thun, je pense que c'est un très bon point sur un terrain très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, je le répète, aujourd'hui on n'est pas le Real de Madrid et on ne va pas dominer toutes les équipes. Mais aujourd'hui, je pense que le staff qui a été là-bas et l'ensemble des joueurs ont fait un très bon boulot par rapport à la semaine assez compliquée qu'on a eue, puisque bon, il y a eu mon cas, il y a eu le cas des suspendus, il y a eu le cas des blessures, donc ça faisait quand même pas mal de monde et je pense que le groupe a répondu présent. Et puis alors vous l'avez dit, on en veut toujours plus. Est-ce que pour vous les médias mettent peut-être des exigences trop hautes, en attendent trop ? Non, mais nous aussi on est exigeants, nous aussi on veut gagner tous les matchs, mais nous aussi on veut gagner. Il faut prendre en compte aujourd'hui les problématiques climatiques, les problématiques de groupe, les problématiques de voilà. Je pense que les terrains aujourd'hui ne nous avantagent pas nous pour jouer au ballon. Vous l'avez très bien vu à Arro où finalement c'est compliqué de se faire 3 passes. Donc ça avantage plus un jeu direct, mais dans la combativité, dans l'esprit d'équipe, dans le groupe, on arrive quand même à une période où finalement on
a fait 15 matchs, plus les matchs amicaux, plus là, et finalement on a une défaite aujourd'hui. Donc il faut continuer à prendre des points. Alors, bien sûr qu'on aimerait tous en prendre 3 chaque fois, mais être régulier, continuer à prendre des points, c'est important. Et de prendre des points, même si c'est 1, ça permet de continuer à être dans le coup, à être devant, à conforter aussi les joueurs dans ce qu'on fait. Donc voilà, on va essayer de continuer. Voilà pour ces déclarations de Didier Tolo. Ça te fait sourire, Yves Bourdin. Il a visé personne en particulier, mais on en parle chaque dimanche dans cette émission. Il y a le bilan comptable qui est bon, et puis il y a le fond de jeu, cette fameuse jouerie qui se perd parfois au F Session, et c'est sur cet aspect que Didier Tolo a voulu réagir. Ouais, je pense qu'on est assez d'accord avec Didier Tolo au final. Donc pour revenir sur le match d'Aro, effectivement, je pense que tout le monde, ou je suis même sûr en tout cas ici, tout le monde était content du point. On a tous dit que c'était un bon point. Effectivement, on a été critique dans le jeu, mais tout en déclarant aussi que le terrain n'était pas incroyable et qu'il y avait beaucoup d'absents. Et puis, on veut toujours que le F Session domine ses adversaires. On veut toujours que le F Session gagne. Et puis, il faut savoir, je suis d'accord avec lui, il faut savoir se contenter des fois d'un point. Après, il y a le point Aro est bon, mais après dans le jeu, effectivement, on s'attendait peut-être un petit peu mieux, tout en ayant conscience des présents et des absents aussi lors de ce match. Mais comme on l'a dit le week-end dernier, si le F Session est promu au printemps en ayant un jeu qui n'est pas resplendissant, tout le monde sera très content. Au contraire, si le F Session joue la passe à 10 et domine tel le Real Madrid de ses adversaires, mais n'est pas promu, on sera pas content. Donc si on peut allier les deux, tant mieux. Mais ce qui est le plus important, et je suis d'accord avec Tolo, c'est de marquer des points et de continuer à avancer. Ouais, toujours de la nuance entre le fond et la forme. Ce qui est sûr, c'est que c'est le statu quo. Après 15 journées, presque 16, elle est un peu bancale, cette situation en Challenge League. Un seul match disputé ce week-end, un partout entre Xamax et Vaduz. Les 4 autres rencontres ont été renvoyées, ce qui nous donne toujours le F Session en tête avec 2 points d'avance sur Thun. Thun-Sion, c'est le match qui est certain d'être disputé la semaine prochaine. Ça sera vendredi dans les Alpes, au pied des Alpes bernoises. L'actu foot, c'est aussi le tirage au sort de l'Euro 2024 et le maintien de Murat Yakin à la tête de la Nati. Je les ai donnés dans le désordre, mais un mot, Yves, toi qui suis cela de manière attentive, sur la posture de la SF de poursuivre avec Yakin. On sait qu'il y a des enjeux financiers là derrière aussi. Ouais, alors je suis pas fan de Murat Yakin. Ce qu'il a montré ici au F Session n'était pas incroyable. On a eu beaucoup de critiques. Après, enlever Yakin, ok, mais mettre qui à la place? Il y a l'aspect financier, mais il y a l'aspect aussi du remplaçant de Murat Yakin. Je ne sais plus quel titre de presse avait dit Yakin reste les problèmes aussi. Ça aurait été un électrochoc, ça aurait permis de construire en vue de cet Euro. On doit se rappeler plutôt la campagne de qualification pour la Coupe du Monde qui était pas si mauvaise, même assez bonne jusqu'à ce fameux match contre le Portugal. Le début de la campagne de l'Euro qui était très bonne avant ce match contre la Roumanie où l'équipe de Suisse s'est fait remonter dans les dernières minutes. Et puis après, voilà, tout a été de travers, on va dire. J'ai vu aussi que les cadres de l'équipe soutenaient Murat Yakin. Est-ce que c'est un soutien de façade ou dans les coulisses, c'est la réalité? On ne fait pas partie de cette équipe nationale, on n'en sait rien. Là maintenant, le coup près n'est pas tombé. Murat Yakin sera à la tête de l'équipe et il faut être derrière cette équipe de Suisse pour cet Euro en Allemagne l'été prochain. L'équipe de Suisse qui va pas être vue comme un ogre incroyable. Je pense pas que cette équipe l'a déjà été, mais vu cette campagne de qualification, elle a peut-être aussi un coup à jouer en étant en forme l'été prochain en Allemagne. Allemagne, Écosse, Hongrie. Ce qui est assez intéressant, c'est que tout le monde semble se satisfaire de ce tirage. Tout le monde se respecte, personne ne craint personne. Ouais, après c'est un bon groupe, parce que dans le groupe B avec l'Espagne, la Croatie ou l'Italie, ou dans le groupe C avec le Danemark, la Serbie, ou l'Angleterre, et je pourrais en dire d'autres des groupes. Mais le groupe A est pour moi un bon tirage pour l'équipe de Suisse, avec une équipe d'Allemagne qui est vraiment à côté de ses crampons là depuis quelques mois. Mais un Euro à domicile
en Allemagne, je peux vous promettre que dans 6 mois, les Allemands seront prêts. Donc voilà, l'avantage de l'équipe de Suisse, c'est qu'ils vont jouer l'Allemagne dans le 3e match de groupe. Alors si tout va bien, l'Allemagne sera peut-être déjà qualifiée et jouera peut-être un petit peu plus tranquille ce 3e match contre la Suisse. Encore que ça reste de la théorie. Puis les 2 autres équipes, l'Écosse, on connaît l'esprit écossais, le fighting spirit britannique, on va dire ça comme ça. Il y a des bons joueurs côté Écosse qui jouent en première ligue aussi en Angleterre. L'Écosse n'a jamais passé les poules en Euro ou à l'Euro. Donc ils auront aussi la pression à ce niveau-là aussi. Puis la Hongrie, quand on parle de la Hongrie dans le monde du foot, alors hormis les années 60 et 70 où cette équipe dominait le football européen, ça sonne un petit peu moins glamour, mais il y a vraiment des très très bons joueurs qui jouent dans des grands championnats. Donc tout est ouvert, j'ai envie de dire, derrière l'Allemagne. À noter que les 2 premiers seront qualifiés et je crois les 3 meilleurs 3e. Donc il y a de quoi faire avec ce groupe en équipe de Suisse. Et puis il faut absolument viser le 2e tour et on verra ce que ça va donner en espérant que cette équipe de Suisse nous donne autant de plaisir qu'au dernier Euro en ayant éliminé notamment la France et être sorti face à l'Espagne au pénalty. Ça sera les 4 meilleurs 3e, sinon ça fait un nombre impair et puis on serait embêté. C'est moins facile. Du tableau. Voilà pour cet Euro. Précisons encore que 3 matchs de l'Euro féminin 2025 viendront à Tourbillon. Ça, c'est l'autre info du week-end. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Yves d'être venu commenter l'actualité du ballon rond. À très vite. Et puis après la musique, on accueillera Mathieu Vouillamo. Il a déjà fait une petite incursion dans le studio tout à l'heure. C'est un joueur du HC Sierre. En hockey sur glace, la situation se décante un peu en Swiss League. Les 10 formations engagées ont disputé entre 24 et 26 matchs sur les 45 qui composent la saison régulière. À l'heure actuelle, Viège est mal en point avec 8 longueurs de retard sur la barre. Des Viégeois qui ont été battus hier soir 3-2 à Martigny. Les Martignerins pointent au 6e rang avec un match de plus et surtout une unité de retard sur l'équipe en forme du moment. C'est le HC Sierre et le HC Sierre est à l'honneur aujourd'hui. Bienvenue Mathieu Vouillamo. Merci. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Victoire 4-3 au tir au but hier soir sur la glace des Getseka Lions. Scénario complètement fou. Oui, complètement fou. On perdait 3-1 à quelques minutes de la fin, puis on a sorti le gardien 1 minute 30, comme j'ai dit. Et scénario de fou parce qu'on marque 2 goals sans Rémo et puis on arrache cette victoire au pénalty. Puis c'est ça on est en forme en ce moment et il faut qu'on continue comme ça. Vous êtes mené 3-1 dans la dernière minute de ce match. Est-ce que vous y croyez encore vraiment ? Est-ce que seul le hockey peut offrir des retournements de situation aussi spectaculaires ? On sait que durant la saison, on a quand même marqué pas mal de goals à 6 contre 5. Donc on ne sait jamais dans le hockey comment ça se passe et ça peut aller très vite. Et là, on a marqué ce premier goal à 6 contre 5 pour le 3-2. Et on s'est dit pourquoi pas, il restait 30 secondes et on a tout donné et on a réussi à arracher ce 3-3. Ça se joue vraiment à peu de choses. Hein. Voilà, un engagement peut faire basculer une action en fin de match. Ouais, surtout le 3e goal, on rentre dans la zone, on prend un shoot, c'est un rebond et on arrive à scorer droit après. Et scénario de fou. Ouais. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là ? À 3-3, vous arrachez cette prolongation, mais il faut repartir justement pour aller chercher un petit point supplémentaire. C'est facile, c'est difficile, c'est des émotions vraiment très fortes ? C'est des émotions très fortes, oui. On sait que 3-3, overtime, Zurich, ils sont bons. Ils ont des bons skills. Mais on n'a pas lâché. Rémo, il a fait un gros match hier et on s'est dit pourquoi pas. Franchement, on a réussi à monter 2 goals et on ne peut pas perdre ce match hier soir à Zurich. Rémo Giovannini qui fait un gros match, bon, ça c'est un peu une constante au HC Sierre. D'ailleurs, c'est ça qui vous permet, entre guillemets, de remonter la pente là, depuis quelques semaines, depuis qu'il est de retour de blessure. Oui, c'est clair, Rémo, c'est un gardien extraordinaire, exceptionnel. Il nous sort des gros matchs et j'espère qu'il continuera comme ça jusqu'à la fin de la saison. Je l'ai dit en introduction, HC Sierre équipe en forme, meilleure série en cours de cette saison avec 4 victoires, dont 3 dans le temps réglementaire. Comment on l'explique cette série positive qui arrive enfin, j'ai envie de dire ? Oui, c'est clair qu'on a eu des moments de doute peut-être et justement on a eu ces 2 derbys contre Martigny qui nous ont motivés et on n'a plus rien lâché et là on a récupéré un peu cette confiance qu'on n'avait pas durant ces quelques matchs où on est passé complètement à côté, mais bon, on a quand même encore beaucoup de travail à faire, mais on est sur une bonne lancée, on est sur 4 victoires d'affilée, et franchement, il faut continuer comme ça, et la confiance va revenir, et il faut travailler plus fort. Ouais. La défaite 4-0 à Viège, le mardi 21 novembre, c'était un accident de parcours, c'était quand même un déclencheur ?
Oui, exactement. On s'est dit à la fin du match, c'est plus possible de faire ça. On est revenu le lendemain à la patinoire, on s'est entraîné, on a travaillé fort parce qu'il y avait justement 2 derbys contre Martinique qui arrivaient et on s'est dit on peut pas faire des revers comme ça. Surtout pour le public qui est toujours avec nous, il faut qu'on réagisse à ça et on a très bien réagi après ce match à Viège, mais oui, c'était une erreur de parcours. Ouais, parce qu'on a croisé aussi Yves Sarrault à l'issue du premier derby remporté contre Martigny il y a une dizaine de jours. Et puis on lui avait demandé, est-ce que vous êtes inquiet de cette situation ? Il nous a dit, non, depuis 5-6 matchs, vraiment, on fait du bon job. La défaite 4-0 contre Viège, c'était vraiment à part. Vous partagez ce constat ? Oui, exactement. On a à Viège, on a fait une erreur, comme tu dis. Et ces 2 matchs contre Martigny, ça nous a boosté niveau émotion et ça. Ouais, c'était quelque chose assez de force et de match et c'est ça qui nous a boosté, comme j'ai dit avant. Et c'est clair que les 4-5 derniers matchs avant Viège a été positif plutôt pour nous et maintenant on arrive à mettre ce goal de plus qui nous fait qu'on arrive à gagner des matchs, quoi. Et justement, c'est quoi la formule, la recette un peu de ces 4 derniers succès ? Ouais, c'est clair qu'il n'y a pas de formule magique à ça, mais c'est des mauvais goals, des goals devant le goal, avec un tir de défenseur, on prend un rebond ou que ce soit ça. Et c'est clair qu'il n'y a pas de recette magique à ça. Et là, pour l'instant, tout nous sourit et j'espère que ça continuera comme ça. Parlons un peu de vous, Mathieu Vouillamo. Vous appartenez à Genève Servette. Vous avez défendu les couleurs d'Ajoie en National League la saison dernière. C'était pas trop pénible de revenir au HCCA en Swiss League ? Honnêtement, non, c'était pas terrible. C'était pas terrible. J'étais plutôt content de venir ici. Je sais qu'en Liga, maintenant, avec ce nombre d'étrangers qui a augmenté, ça allait être dur pour moi de rester dans cette Liga. Et si je devais venir en Ligue B, c'était Sierre, quoi. Mon choix, il était fait. Et je suis content de l'avoir fait. Votre saison dernière, elle est aussi un peu paradoxale. Vous terminez ou vous disputez la saison avec Ajoie dans les tréfonds du classement, un barrage quand même remporté face à la Chaux-de-Fonds pour rester en National League. Et pendant ce temps, le club auquel vous appartenez, Genève Servette, est champion de Suisse pour la première fois. Il y a eu un mélange d'émotions. C'est clair qu'il y a eu un mélange d'émotions, surtout avec Genève, qui ont fait champion cette année-là sans moi. Mais c'est pas. Je suis content pour eux. Ils ont fait une saison exceptionnelle et à Ajoie, c'est clair qu'il y a eu cette relégation contre Chaux-de-Fonds où il y a eu des doutes, mais on a réussi à passer par-dessus et tout c'est bien fini. Aujourd'hui, quels sont vos contacts avec les dirigeants du Genève Servette Hockey Club ? Je n'ai pas trop eu de contact avec Genève pour le moment et on verra la suite, quoi. Pour le moment, je ne sais pas. Dites-nous, on a beaucoup parlé des licences B, mais quel est le statut, la situation d'un joueur prêté ? C'est clair que c'est pour une saison, vous pouvez être rappelé à tout moment. Comment ça se passe ? Oui, les licences, c'est assez complexe. C'est dur pour le joueur parce que tu sais que tu fais partie de l'équipe, mais tu ne fais pas partie de l'équipe. C'est dur de... Puis quand tu te fais rappeler, par exemple, tu vas, tu reviens, tu vas, tu reviens. Et c'est dur pour un joueur niveau mental de faire ces trajets-là. Mais bon, tu as un contrat avec cette équipe-là, mais tu es obligé d'aller et il faut te donner le meilleur de soi-même et il faut y aller, quoi. Et votre objectif, du coup, c'est de vous inscrire avec Sierre dans le long terme, pas forcément ? Pour cette question-là, j'ai pas de réponse à ça. Je ne sais pas. Je finis la saison avec Sierre et on verra la suite. Ce qui est sûr, c'est que en coulisses, le HC Sierre est en train de changer de dimension avec, si c'est accepté, la construction d'une nouvelle patinoire. Vous l'avez senti, cette montée en puissance et peut-être une certaine pression qui va avec ? Une pression... Pour moi, personnellement, je n'ai pas de pression avec ça, mais c'est clair que niveau vestiaire, il y a un peu de pression. On sent que c'est pas l'équipe il y a quelques années en arrière, que tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe et qui va se passer dans ces années-là qui vont suivre. Chris Max Orley, comment il est ? Vous l'avez croisé, vous avez eu des échanges avec lui ? Oui, j'ai eu quelques échanges avec lui, mais... Il parle anglais, il a un sacré accent, mais je comprends pas tout ce qu'il dit, mais
C'est clair que Max Orley, il est souvent là, il est souvent présent au vestiaire, et que ce soit même par exemple à la Sainte-Catherine l'autre jour, il est venu nous aider. Je suis même pas sûr, mais je crois qu'il a fait les sélections pour les Sainte-Catherinettes. De ce que j'ai entendu, mais il est présent à Sierre. Voilà, ça veut dire qu'il est très impliqué, pas qu'en coulisses. Voilà, vous le voyez, c'est vrai qu'il était aussi lors d'un point presse avant un derby contre Martigny. Vous sentez son influence? Oui, clairement. Même après les matchs, il est souvent dans la tente dehors de la patinoire. Il parle avec tout le monde, il est présent. Il sait ce qu'il fait. Et il est venu vraisemblablement pour rester, Chris Max Orley. Calendrier, grosse semaine, avec 3 matchs. Réception de Bellinzone mardi, déplacement à Winterthur vendredi, puis retour à Graben dimanche prochain pour les retrouvailles contre les Getseka Lions. Il y a un moment charnière, là, vous affrontez quand même 2 adversaires directs, puis les Getseka Lions. Oui, c'est clair. Mardi, on joue contre Bellinzone. C'est un match à 3 points d'office. Il ne faut pas qu'on se relâche. On sait que le dernier match à Bellinzone, ça ne s'est pas très bien passé. Mais là, on joue à la maison, on joue devant notre public, et c'est clair que ces 2 matchs-là, il ne faut pas les perdre surtout. Merci beaucoup Mathieu Vouillamo d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne semaine et puis des bons matchs, puisqu'il y en aura 3 la semaine prochaine. Merci beaucoup. Après le hockey, on va parler de basket et des enjeux du changement de présidence au sein de la fédération. C'est juste après la musique. Qui remplacera Giancarlo Sergi à la tête de Suisse Basket? Les délégués des associations régionales et des clubs de l'élite se réuniront samedi pour une assemblée extraordinaire. Cette élection marquera peut-être un tournant dans la gestion de la fédération. Et pour évoquer cette thématique, 2 invités sont avec nous ici en studio. Pierre Giroux, président de l'association valaisanne. Bonsoir. Bonsoir. Et par téléphone, Nicolas Oberholzer, fin connaisseur du basket suisse et team manager du BBC Montet-Chablais. Bonsoir. Salutations à tout le monde. Avant de parler politique, fédération, messieurs, petit point sur les résultats des clubs valaisans de Liga ou SB League. Chez les dames, Helios a perdu vendredi contre Puy. 3 Torrents s'est imposé cet après-midi à Haro. Les Sharks sont 2e du classement, les Vétrozen avant-dernière. Pierre Giroux, un petit mot sur les 2 figures de proue du basket féminin valaisan. Alors, les 2 figures de proue du basket valaisan ont connu des petits imprévus il y a 2 semaines, c'est-à-dire Helios, ses 3 étrangères sont parties, et 3 Torrents, une de ces étrangères sont parties. Alors c'est clair, ces départs impromptus changent toute la configuration de l'équipe, et c'est très très compliqué de reformer un jeu d'équipe et une harmonie dans ces clubs. Alors, je souhaite bon courage à ces 2 équipes et surtout à ces 2 présidents et à toutes ces joueuses, parce que ça va être très très compliqué de retrouver une harmonie dans ce jeu. Et c'est surtout compliqué visiblement pour Helios, qui en plus un club qui fête ses 50 ans cette saison. Oui, qui a fêté ses 50 ans ce week-end. Avec une fête un poil gâchée, on va dire, avec une défaite donc contre Puy. Côté masculin, défaite hier du BBC Montet-Chablais, 76-65 sur le terrain des Lions de Genève. Nicolas Oberholzer, vous êtes impliqué au premier chef. Défaite logique, on a vu que le BBC Montet-Chablais avait couru après le score tout du long. Oui, effectivement, défaite logique. Après, c'est assez significatif des mots qu'on rencontre depuis le début du championnat. On n'a malheureusement pas assez de points qui proviennent de nos joueurs suisses. Et c'est là que ça fait la différence. Encore hier soir, je crois qu'il y avait 36 ou 38 points des joueurs suisses de Genève contre 14 pour nous. Donc ça fait vite des différences, effectivement. Voilà pour la situation des clubs phares. Messieurs, un état des lieux plus général du basket suisse et de la relève valaisanne. Pierre Giroux, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression que d'un point de vue extérieur, le tableau est souvent noirci. Bon, au niveau de l'association valaisanne, nous travaillons surtout au niveau des mouvements jeunesse, c'est-à-dire l'association s'occupe des équipes de jeunesse, et à partir des U14, ces équipes font des championnats suisses. Au niveau des équipes jeunesse qui vont jusqu'à U12, nous sommes relativement confiants parce qu'on a chaque saison, on a une augmentation des licenciés. Mais le problème, comme dans tout club sportif et dans toute association sportive, ça vient à partir des U12, U14, où on a quand même pas mal de défections. En Valais, on a des bonnes performances au niveau des équipes filles, mais ça peine un tout petit peu au niveau des équipes garçons, même si le BBC Montet l'année passée a eu un titre de champion de Suisse. Pierre Giroux, il y a eu un avant-après Covid aussi pour le basket. Ça, c'est clair. Il y a eu un avant et un après Covid. C'était très, très difficile pour les joueurs. Comme c'est un sport de salle, ils ont dû arrêter, les joueurs et joueuses ont dû arrêter la compétition et tous les entraînements pendant plusieurs mois. Et
on a remarqué qu'après ce Covid, c'était vraiment compliqué de retrouver les mêmes joueurs pour la compétition. Nicolas Oberholzer, un point de vue chablaisien, ce qu'on comprend, c'est que la base de la pyramide est là, c'est peut-être au sommet que ça coince. Ouais, bon, c'est au sommet que ça coince, c'est pas là, au niveau des mouvements jeunesse. En tout cas, je ne connais pas simplement de jeunes qui sont ou en Suisse ou à l'étranger, en tout cas au niveau des garçons, et puis qui performent. Au niveau du BEC Monté-Chablais, je pense qu'on n'a pas à rougir. On a en tout cas 5-6 jeunes qui sont hors Suisse actuellement dans des clubs à l'étranger. Effectivement, comme l'a dit le président de l'association Lausanne, il y a les U14 masculins qui ont fait un titre. Ça est suivi l'année passée il y a 2 saisons, des U14 aussi masculins. Les U16 masculins nationaux à monter cette saison au niveau des garçons sont deuxième du groupe Ouest. Donc, non, il y a la formation, elle se fait. Simplement, c'est là, mon souci principal, c'est la SBL League, et c'est pas tellement les mouvements jeunesse. Et ça, c'est pas votre dicaster, Pierre Giraud, vous venez de le préciser tout à l'heure. Du coup, avec quel regard vous voyez cette transition entre le basket de l'association, le basket intercantonal et le basket au niveau national? Alors, au niveau national, Swiss Basket fait des efforts parce que justement, énormément de jeunes partent à l'étranger, comme a dit Nicolas, pour des centres de formation comme à Chalon ou ailleurs. Si bien que Swiss Basket a, depuis 2 saisons maintenant, a créé des centres de formation comme à Lausanne pour les garçons qui jouent en Ligue nationale B, et c'est prévu de faire la même chose par rapport aux filles pour avoir une équivalence. Donc Swiss Basket est conscient de ce problème. Il manque un maillon au niveau de l'élite, si bien qu'ils ont construit ces centres de formation dont le premier est à Lausanne. Nicolas Oberholzer, on schématise souvent le fait que en Valais il n'y a pas d'université et du coup on perd les talents de 16 à 20 ans si on accélère dans les schémas. Est-ce que vous partagez ce constat et est-ce que la fédération s'éparpille en faisant des centres de formation pour réunir ses meilleurs jeunes, ou est-ce qu'elle est dans le tir? Ouais, c'est compliqué là, le débat il devrait être, pour moi, on devrait aller plus en profondeur. Nous, on a un gros souci, en tout cas au BVC Monté-Chablais, c'est qu'on a presque un montant à 6 chiffres qui est lié en fait à la fédération suisse, enfin Swiss Basketball, chaque saison. On a des frais de formation énormes, on a des frais de formation d'équipe nationale dont on n'a aucun retour, dont on ne sait pas où va l'argent. On nous facture presque 10 000 francs pour l'option de la licence. On nous refacture 10 000 francs un mois après parce qu'on est dans la SBL League. Ça fait beaucoup d'argent pour un club de SBL League. Et franchement, la position du 3+1 au niveau des étrangers, elle péjore les clubs déjà depuis des saisons. On est en train de souffrir de ça, les clubs en tout cas. On a des joueurs suisses qui sont, excusez-moi du terme, mais pour certains très bien payés par rapport au ratio des joueurs étrangers qui sont bien moins payés. Je pense que là, en tout cas, Swiss Basket devrait statuer sur ce nombre d'étrangers, en tout cas pour les garçons, sur le terrain. Et je pense qu'il y aurait déjà là une grande différence au niveau des budgets. Pierre Giraud, je vous vois sourire. Et puis ce qu'on comprend aussi de l'évolution du basket suisse et de ses affaires courantes, c'est qu'il y a parfois des intérêts divergents entre les associations cantonales et les clubs de l'élite. Alors, à ce niveau-là, les associations cantonales, au niveau des clubs de l'élite, on a très très peu de choses à dire. C'est surtout au niveau de Swiss Basketball. Swiss Basketball, vous avez 2 chambres, une chambre des clubs de masse, où il y a 40 délégués, et une chambre des clubs d'élite où il y a 20 délégués. Et ces chambres, si vous voulez, dictent, avec le conseil d'administration de Swiss Basket, dictent la politique au niveau du basket suisse. Alors c'est toujours un problème récurrent, c'est toujours un problème d'argent. Où va l'argent, comment est-ce qu'il est réparti, et ça c'est très très compliqué. D'autant plus que lors de cette future assemblée générale de Swiss Basketball, il va y avoir une discussion entre les délégués, donc de la masse et de Swiss Basket, par rapport à la répartition des bénéfices. Parce que Swiss Basket a eu la chance l'année passée de faire des bénéfices au niveau de la saison. Alors là, la voix est dans le camp des délégués de la Ligue et du sport de masse. Ben voilà, Nicolas Oberholzer, il y aura peut-être un petit peu d'argent qui va tomber.
On ouvre à présent le thème phare, la succession de Giancarlo Sergi à la présidence. Nicolas Oberholzer, un changement de cap est-il nécessaire pour le basket suisse aujourd'hui ? Oui, il est nécessaire, effectivement, mais il doit être réfléchi. Parce qu'à la Fédération suisse de basket, il y a quand même, je crois, plus de 20 employés. Et puis, c'est pas tous entre guillemets, des mauvais employés. Il y a des gens qui travaillent vraiment très bien dans cette fédération. Mais il y a un problème, pour moi, de placement, entre guillemets, de positionnement, de cahier des charges qui est pas adéquat, selon moi. Parce qu'on doit, pour gérer 21 employés, c'est une PME, on a besoin de quelqu'un qui sait gérer en fait des RH, qui sait gérer plein de choses de ce type-là. Et je pense que pour moi, je vois mal actuellement le fonctionnement. Pour moi, il est inversé actuellement. C'est pour ça que j'ose espérer que ça va changer. Pierre Giroux, voilà, vous êtes plus âgé que moi, je ne vais pas trahir de secret, mais vous avez connu depuis une dizaine d'années le changement. Il y avait la Ligue et la Fédération, il y a eu la fusion pour le meilleur et pour le pire, diront certains. Est-ce que vous comprenez l'évolution prise par la Fédération sur ces 10 dernières années ? Alors, Giancarlo Sergi est venu à la présidence de Swiss Basket il y a 10 ans. Et durant ces 10 ans, à l'époque, il y avait la Ligue. La Ligue était une entité séparée. Et ça a été décidé au niveau d'une assemblée générale que Swiss Basket reprenne la Ligue, parce qu'à ce niveau-là, moi, j'étais plus ou moins favorable du fait que il faut avoir Swiss Basket. Le basket en Suisse est un sport pas majeur ni mineur, mais c'est un sport intermédiaire, et il faut quand même avoir une seule voix qui parle par rapport à ce sport. Donc le fait que Swiss Basket représente l'entité et la totalité de la population de basket en Suisse était pour moi favorable. Or c'est clair, on ne peut pas avoir que du bon et que du mauvais, mais quand même, M. Sergi, pendant ces 10 ans, il a professionnalisé le basket suisse. Il a augmenté de 40% le nombre de licenciés, et puis il a des qualités, il a des défauts, mais à mon avis, il a quand même fait progresser le basket. Voilà pour un avis tranché de Pierre Giroux. Nicolas Oberholzer, on connaît les candidats pour sa succession. Salem Fedal, supporter du BBC Nyon. Alexandre Marangoni, ancien président de Fribourg Olympique. Andrea Siviero, ex-président du Neuchâtel. Et puis celui qu'on ne présente plus, ou presque, Thabo Sefolosha, ancien joueur, premier Suisse en NBA. Et ce que vous nous dites, Nicolas Oberholzer, si on comprend bien, c'est que c'est pas tant le casting qui est important, c'est quelle personnalité, à quel poste et pourquoi faire. Exactement, c'est ça. J'ai l'honnêteté de dire que je pense qu'il faut vraiment avoir du recul par rapport en fait à cette future présidence pour moi, parce que pour moi on a besoin d'un secrétaire général qui gère les affaires financières. On a besoin de quelqu'un qui arrive à gérer cela. Et personnellement, mais c'est un avis personnel, ça n'engage que moi, je vois plutôt une fédération avec une tête bicéphale, avec une promotion du basket, avec une image liée aux sportifs de haut niveau, mais quand même à côté avec une gestion rigoureuse des coûts. Et ça, pour moi, c'est important, parce que ça reste quand même une entreprise qui, je crois, génère 8 millions de budget, donc c'est pas une petite entreprise. Donc j'ai l'impression que là, que les rôles, lorsqu'il y a eu ce petit couac avec la présidence, ont été un peu inversés, puis j'ose espérer que ça va être corrigé. On va pas refaire l'historique, mais voilà, Giancarlo Sergi s'est mis un petit peu en retrait quand il a été nommé à la tête du Béjar Ballet Lausanne, et donc Eric Lehmann a pris dans ses fonctions d'employé de la fédération un rôle un peu plus de gestionnaire. Pierre Giroux, il faut un président pour la visibilité, il faut un président pour gérer les affaires courantes. Comment vous voyez la chose rapidement ? Alors si vous voulez, les quatre personnes qui se présentent à la présidence ont un profil un peu différent. Ce qu'il faut, à mon avis, pour Swiss Basket, il faut quand même un gestionnaire, il faut quand même quelqu'un qui fasse de la politique, quelqu'un qui soit bien intégré au niveau du sponsoring, parce que justement le sponsoring est très très important. Et cette semaine, c'est sorti justement que la RTS va signer un contrat avec Swiss Basket pour retransmettre l'intégralité des matchs
de l'équipe nationale masculine et féminine. Et ça, c'est quand même des choses très très importantes. Parce que si vous n'avez pas de visibilité, vous avez moins de sponsors. Si vous avez moins de sponsors, vous avez moins d'apports financiers. Et puis si vous avez moins d'apports financiers, c'est beaucoup plus compliqué. On n'aura pas le temps de poursuivre la discussion malheureusement puisque c'est déjà l'heure. Merci beaucoup Pierre Giroux, Nicolas Oberholzer d'avoir été avec nous. Bonne soirée, à bientôt. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. On saura le nom du futur président de Swiss Basket la semaine prochaine. Merci beaucoup à Mathis d'avoir été à mes côtés en studio à la technique et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Bonne suite sur RoneFM. 18h15, 19h, le dimanche, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur RoneFM.